Revenons à ce qu'avait dit Imam Diko à l'époque. Encore une fois, ne perdons pas de vue. Comme je l'ai dit, le dénominateur commun de toutes ces armées, l'intérêt qu'ils cherchent, c'est les ressources naturelles de cette zone. Personnellement, je ne comprends pas comment l'armée libyenne est battue seulement en quelques mois par l'OTAN. Alors, des puissances mondiales ont peine à désarmer les petits groupes armés qui terrorisent le Sahel depuis des années. Oui, parce qu'il y a un manque de volonté. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Et c'est ce que nous allons révéler. Donc, l'intervention militaire n'est qu'une justification de notre présence dans la région du Sahel, longtemps possible. Quelles sont les ressources qui sont dans le Sahel et quel est l'intérêt d'y rester? Comme vous l'avez entendu, nouveau partage de l'Afrique. La guerre pour contrôler les ressources de l'Afrique. Sur ces questions, j'en ferai une ou des vidéos exclusives, si le temps le permet, vu que je suis seul, je travaille seul, et parfois je suis très occupé. Et en fait, cela nous permettra d'analyser cette fameuse rivalité des puissances étrangères sur le continent. Alors, comprenez ici que quand je dis la France, l'Union européenne est derrière. Parce que quand la France avait été chassée au Mali, c'est l'Allemagne qui était partie pour rattraper le coup. L'autre chose est que l'Union européenne a participé aux sanctions contre le Mali. Où est le Mali? Où est l'Union européenne? Donc, c'est parce que la France a sanctionné et l'Union européenne aussi a sanctionné. Donc, l'Union européenne est derrière la France. Nous n'allons pas revenir sur le Sahel, car cela avait été déjà fait par le journaliste Alain Foucault dans ses chroniques. Donc, l'intérêt, il en fait partie maîtriser les routes de trafic de drogue qui viennent en Amérique latine vers l'Europe en passant par le désert du Sahara. Les Européens veulent aussi maîtriser les armes que les djihadistes utilisent qui peuvent atteindre le cœur de l'Europe, etc. Donc, nous pouvons retenir que l'enjeu principal de la crise au Sahel, c'est les ressources naturelles. Découvrons pourquoi les ressources naturelles sont si importantes. Coup d'État au Mali, insécurité au Niger, les poches de conflits se multiplient dans le Sahel. La région est devenue le terrain de jeu de nombreux groupes armés, terroristes ou indépendantistes. Une zone que des États pauvres ne parviennent pas à contrôler et où prolifèrent de nombreux trafics. Mais surtout, une zone dans laquelle les richesses énergétiques et minières sont abondantes. Mines de phosphate au sud du Maroc, mines d'or au Mali, d'uranium au Niger, gisements de fer en Mauritanie, réserves d'étain, gisements de gaz et de pétrole en Algérie et dans le golfe de Guinée, autant de ressources qui font de cette région une zone stratégique très convoitée. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale en pétrole et en gaz naturel devrait doubler dans les 20 prochaines années. Les États-Unis, par exemple, qui importent actuellement 15% de leur pétrole d'Afrique, devraient en importer 25% en 2015. La France et la Russie, elles aussi, vont devoir importer davantage d'hydrocarbures. Pour répondre à cette hausse de la demande, Total et Gazprom sont en train de monter un projet en plein cœur du Sahel. Un gazoduc transsaharien de 4000 km de long pour relier le Nigeria, premier producteur du continent, à l'Algérie d'ici 2015. L'objectif final est d'alimenter directement les pays européens via des oléoducs existants raccordant l'Algérie à l'Italie et à l'Espagne. Un projet ambitieux, le gazoduc des Russes et des Français devra traverser le Nigeria, où sévit la secte islamiste Boko Haram, et le Niger, touché par des crises alimentaires et où Al-Qaïda au Maghreb islamique et les Touaregs sont très actifs. Mais ce n'est pas tout. Ailleurs, dans la région, les découvertes énergétiques se sont multipliées ces dernières années, au Tchad, mais également en Mauritanie. Total a récemment signé 2 permis d'exploration avec le gouvernement mauritanien sur des gisements très prometteurs.
De ce point de vue, le Sahel pourrait donc jouer un rôle prépondérant de fournisseur d'énergie dans les 20 prochaines années, non seulement dans le secteur pétrolier, mais aussi dans d'autres secteurs comme le nucléaire. L'uranium est une autre ressource énergétique que l'on trouve en abondance dans le sous-sol sahélien et dont raffolent les grandes puissances et les multinationales comme Areva. Les réserves d'uranium sont énormes dans une zone à cheval sur le Niger, le Mali et l'Algérie. Le Niger est le deuxième producteur au monde. C'est dans ce pays que la France assure 30% de son approvisionnement pour alimenter ses centrales nucléaires. La zone est stratégique, elle accumule des intérêts français bien sûr, mais aussi espagnols et japonais. On trouve aussi des compagnies canadiennes, australiennes et chinoises qui exploitent de l'uranium dans le pays. Bien d'autres régions du Sahel suscitent des convoitises, comme la frontière entre les deux Soudans où se trouve du pétrole exploité par la Chine, là aussi source de conflits. La carte des ressources et celle des conflits se superposent. Dans ce contexte, les grandes puissances profitent de cette instabilité pour placer leurs pions et anticiper l'avenir. L'Afrique, elle, reste la grande perdante de cette géopolitique des ressources. Ça ne s'arrête pas là. Cette zone regorge la plus grande quantité d'eau douce au monde, pendant que l'eau commence à devenir rare partout dans le monde. Depuis 5000 ans, des réserves énormes d'eau sommeillent dans le sous-sol du continent africain. C'est même en Afrique du Nord, sous le désert du Sahara, que se trouveraient les plus grandes réserves. Dans le bassin du Sahara septentrional, en Algérie, en Tunisie et en Libye, mais également en Égypte, au Soudan et dans le bassin du lac Tchad. Enfin, dans une moindre mesure, au Niger et au Mali. Des scientifiques britanniques estiment que ces réserves sont 20 fois plus importantes que la réserve d'eau douce de l'ensemble des lacs du continent. Des données précieuses quand on sait que plus de 300 millions d'Africains n'ont aujourd'hui pas accès à l'eau potable et que seulement 5% des terres cultivables du continent sont irriguées. La sécheresse s'installe. Les chercheurs britanniques viennent de localiser d'immenses réserves d'eau, équivalent à un quart de la Méditerranée. Explication Perrine Bonnet, Zvoigny Thiébaut. C'est le fléau de l'Afrique, ce paysage aride d'un continent qui semble depuis toujours maudit par la météo. Vu du ciel, même constat. Du nord au sud, presque pas d'eau visible, pourtant elle est bien là, cachée. Des chercheurs anglais viennent de dévoiler ce chiffre. L'Afrique possède un trésor d'un demi-million de kilomètres cubes d'eau, l'équivalent d'un quart de la mer Méditerranée, 3 fois la mer Rouge. Sous la surface donc, l'Afrique ressemble à cela. Un continent tout bleu. En bleu foncé, les plus grosses réserves, sous l'Algérie, la Libye, le Soudan, le Tchad. Des pays qui souffrent pourtant le plus du manque d'eau. Alors pourquoi ce paradoxe ? Pour ce spécialiste qui coordonne des forages en Afrique, il ne suffit pas de creuser. Entre avoir de l'eau dans le sous-sol et l'avoir dans un verre à la maison, il y a un chemin qui est très long. Et ce chemin, il passe par l'extraction. L'extraction a un prix. Ce prix, il doit être assumé par la communauté. Et puis après, il y a la vente d'eau, évidemment. Et puis, il y a l'accès à l'eau en termes de distance. Quand ces réserves dites aquifères reposent quelques mètres sous le sol, elles sont polluées par l'activité humaine. Quand elles se logent plus profond, les infrastructures nécessaires pour extraire l'eau sont lourdes, trop chères. Quoi qu'il en soit, les chercheurs anglais affirment qu'il y a assez d'eau pour développer dans les zones rurales ces petits puits nécessaires aux cultures. Mais nullement de quoi entreprendre des projets pharaoniques, comme celui lancé dans les années 90 par la Libye. Un projet en train d'assécher pour toujours la plus importante nappe du continent. Revenons un peu sur le cas de la France. Quand l'opération Serval est lancée, regardons comment la France s'est organisée. Les militaires de l'armée de terre vont mettre 10 jours pour rallier Dakar, première étape avant de rejoindre le Mali. Ces unités composent un groupement tactique interarmes aux ordres du colonel Baer, le GTIA numéro 2. Ces GTIA sont des regroupements d'unités au savoir-faire complémentaire autour d'un régiment qui en est le noyau. Le GTIA 1, commandé par le colonel Geiz, est déjà sur le sol malien. Le GTIA numéro 3, principalement armé par le 1er régiment d'infanterie de marine et commandé par le colonel Goujon, est acheminé par voie aérienne et prépositionné à Niamey, au Niger. Enfin,
le GTIA numéro 4. Le bataillon parachutiste aux ordres du colonel Desmeules est quant à lui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les légionnaires parachutistes du 2e REP forment l'ossature de ce GTIA. À ces 4 GTIA viennent s'ajouter les aéronefs du GAM, le groupement aéromobile aux ordres du colonel Gou, chef de corps au 5e régiment d'hélicoptères de combat. Dans le même temps, sur l'aéroport de Bamako, de jour comme de nuit, les avions de chasse croisent les avions de transport. Et malgré toutes ces forces, le terrorisme et l'insécurité persistent toujours dans la zone Sahel. Donc, en dehors du terrorisme, qu'est-ce que la France fait ou cherche dans la région? Parce que sa volonté n'est pas d'éradiquer, de neutraliser les terroristes, mais il y a d'autres choses. Pour moi, le terrorisme n'est non seulement qu'une excuse, mais il permet à la France d'exploiter les ressources naturelles sans passer par les voies légaux, de garder davantage ce qu'elle appelle sa précarité en fragilisant ses États et de continuer à vendre les pays concernés et les djihadistes plus d'armement. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. C'est qu'on ne voit aujourd'hui en Afrique, quand on est étudiant africain, quand on est responsable africain, quand on est de quelque État que ce soit, on ne voit qu'une chose, c'est la présence militaire de la France et la présence financière de la France à travers le CFA. Cette présence-là, il convient aujourd'hui de faire en sorte qu'elle ne soit pas... Donc la France n'a pas intérêt à ce que la guerre, le terrorisme s'arrête au Sahel. Parce qu'à 5 mois seulement, ils ont balayé l'armée libyenne, alors que bientôt 40 ans, toute la région de l'Afrique de l'Ouest risque de tomber sous la main des djihadistes. En plus, non seulement elle ne stoppe pas l'avancée des terroristes, mais elle tue des civils. ana kara jinate mfamala ana kara hinkanto te famala kul yamma kayega na guna nti bora kana chabayana de mujahidune kango arandes mawra ina tire fo. Drissa Maïga retourne vers sa maison et constate qu'elle a été touchée, dit-il, par des tirs d'hélicoptères français. Watini yana yako ne ko fare ay kubi kayekat ay ke kaka na kan aga lani mfamala aminata bu adama bu Zainabu bu Aliyu bortaci ay ni ko gari kan dogori mana banyuti dogori ku dogori ribu ay go jiri way gunda hera famala mali madu ande panda ay karanta mbarane mali madu ande panda ngare he ay go jiri way gunda hera fam donc wala goy hunde ho ay zaru bero kan go yaranga ta dama kinewi. Sur place, d'autres témoins racontent des frappes de l'armée française dès le matin du vendredi 11 janvier. Le terrorisme est un moyen de fragilisation des États africains, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les Français ont utilisé ici la stratégie des Américains contre la Russie, que Poutine dénonçait. Importante. À l'époque, nous avons compris une chose. Nos partenaires américains soutiennent la Russie en parole, assurent qu'ils sont prêts à coopérer dans la lutte contre le terrorisme, mais en fait, ils utilisent ces terroristes pour fragiliser la politique intérieure de notre pays. Donc les Français ont utilisé ce double jeu pour fragiliser les États du Sahel, afin de rester longtemps possible. Même la population française comprend maintenant que la France n'est pas au Sahel pour stopper le terrorisme, mais plutôt pour protéger ses entreprises et de continuer l'exploitation, de puiser les ressources de la région clandestinement, c'est-à-dire sans contrôle, sans que personne ne chasse. Voyez par exemple ce commentaire du nom de Junior Maleno. Il dit « Surtout qu'il va, l'armée française était au Mali et au Niger
non pas pour se battre contre les djihadistes, mais pour protéger les convois d'uranium, etc. Donc, je sais que l'armée française est en Afrique pour s'assurer de l'exploitation continuelle des ressources naturelles et semer le chaos partout où elle voit ses intérêts menacés. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Toutes les bases militaires étrangères qui sont en Afrique ont le même objectif. Ils sont les mêmes buts. C'est de nous dissuader, comme nous l'avait dit Polo Lamouba. Sont là, les chars sont là, les Qataris sont là. Ils reviennent tous. Et les bases militaires que vous voyez ici vous disent que si vous ne vous comportez pas bien, nous allons recourir à la force. Mais le cas de la présence des bases militaires françaises est beaucoup plus complexe, car elle est accompagnée à tout un système colonial, la France-Afrique. J'ai ici sous mes yeux les 11 accords secrets, ils ne sont plus même secrets, que la France avait signé avec nos pays en 1959 en échange de notre indépendance. Je ne vais pas tout détailler, mais par exemple ici, le troisième accord qui dit le droit de premier refus sur toutes les ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays, un contrôle des ressources naturelles. La France avait exigé des droits d'accès préférentiels aux ressources naturelles et stratégiques, pétrole, gaz, uranium, bois, etc. dans ces pays. Par exemple, le Niger devait vendre, je ne dis pas vendre, mais donner son uranium principalement à la France, essentiel pour l'industrie nucléaire française. Et vous avez vu comment la France est, ou bien était, lorsque ces accords ont été donnés, ces entreprises ont été renvoyées. Il y a aussi le Gabon qui devait garantir l'accès à ces ressources pétrolières à des entreprises françaises comme Elf, aujourd'hui Total Énergie. Le Mali, le Sénégal, c'est de la France, leur or. Bref, tous ces pays avaient seulement 10% de leurs ressources naturelles et le reste, c'était pour la France. Cela est toujours le cas dans certains pays de la région. C'est pourquoi, depuis les indépendances, les anciennes colonies de la France n'ont pas bougé malgré leur richesse. Cependant, les bases militaires sont à côté. À chaque fois qu'un président remet en cause ces accords ou bien ces points, elle le déstabilise, voire le balaye avec un coup d'État. Laurent Gbagbo en est un exemple parfait. Faire et voir peut-être aider. Là, on n'a pas encore les preuves, mais il est évident qu'elle est mêlée à 100% dans cette affaire. Et la France a-t-elle, durant toutes ces années, comme vous l'avez dit, Laurent Gbagbo que vous avez rencontré, tout fait pour écarter l'ancien président ivoirien du pouvoir? Oui, alors il y a eu ces tentatives jusqu'en 2002, et puis à partir de 2003, cette conférence de Marcoussis, où il y a eu un accord qui est sorti de Marcoussis, donc en région parisienne, et tout était organisé par la France, et l'objectif c'était de dépouiller Laurent Gbagbo de ses pouvoirs présidentiels, et voilà, de l'écarter petit à petit du pouvoir. Et jusqu'à, il y a eu aussi novembre 2004, le bombardement de Bouaké, là aussi une histoire extrêmement nébuleuse, mais dont on commence à voir un peu la réalité, avec très certainement une implication française de premier plan venant du gouvernement français. On en saura plus parce qu'il y a un procès qui doit se tenir sur cette question. Et voilà, il y a eu jusqu'en 2004 des tentatives répétées pour écarter Laurent Gbagbo du pouvoir et qui mêlaient Paris. Il y a une question qui se pose, mais que représentait Laurent Gbagbo pour la France selon vous? Alors, il était gênant, visiblement, il gênait pour plusieurs raisons, parce qu'il a un profil complètement atypique. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de président arriver à la tête d'un pays de la zone franc.
président qui n'est pas intéressé par l'argent, visiblement, tout le monde le dit, ses amis et ses ennemis, donc difficilement corruptible en tout cas par l'argent, et puis ayant des idées de relations d'égal à égal avec ses partenaires et en particulier la France. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui gênaient les Français, même si à partir d'une certaine date, à partir de, on va dire 2003, il a fait énormément de concessions aux intérêts français. Cette indépendance, elle se matérialisait comment concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait qui aurait pu gêner les Français? Eh ben, il avait un discours qui était gênant. Il avait un discours sur le franc CFA notamment. Sur le franc CFA. Alors, il n'a pas beaucoup parlé du franc CFA à partir d'une. Voilà, il a été prudent visiblement parce qu'il savait que c'était un sujet explosif. Mais au début, il avait une politique. Il voulait avoir une politique plutôt sociale. De gauche, et encore une fois, la droite française n'était pas prête à ça. Et au niveau des armes aussi, je crois. Oui, il a voulu aussi revoir certains contrats, et avec Bouygues notamment. Enfin bref, très vite, il a été complètement stoppé dans cet élan. Alors, en 2006, Laurent Gbagbo affirme avoir dit à Chirac « Je ne suis pas votre sous-préfet ». Vous pensez, comme lui, qu'il a payé le prix de son indépendance aujourd'hui ? Ah ben, il est évident que oui, encore une fois, il gênait et qu'il n'était pas question que pour la France officielle, qu'il reste là où il était, parce qu'en même temps, il pouvait aussi donner l'idée à d'autres États de cette fameuse zone franc d'avoir un discours et des pratiques. S'ils n'arrivent pas à négocier avec vous, s'ils n'arrivent pas à vous corrompre, ils vont utiliser la force qui est leur base militaire. Vous savez la suite, il a été destitué, renversé par l'armée française. Et il y a d'autres exemples typiques. Et ils ont mis leurs hommes. Ces pays de l'AES ont failli subir le même sort, mais ils avaient deux avantages, à savoir leur union et le changement du contexte. Le changement du contexte, ça parle beaucoup de choses. Il y a le réveil de la jeunesse africaine, cette jeunesse qui a envie de se débarrasser de la France-Afrique, qui veut plus de liberté, qui déteste la France. Il y a toutes ces choses qui étaient là et qui permettaient à la France de ne pas avoir le courage ou bien la force de faire ce qu'il faisait avant. Il y a aussi l'accord 5, droit exclusif de fournir des équipements militaires et former les officiers militaires des colonies. Formation et encadrement des armées africaines. Les forces armées africaines doivent être formées et encadrées par des officiers français. Cela permettait à la France de maintenir une influence sur les politiques de défense des États concernés. Donc, n'allons pas loin. Pourquoi la France a-t-elle sanctionné le Mali? C'est parce que le Mali, un pays souverain, avait simplement changé de partenaire en matière de défense. Avec les Russes, avec les paramilitaires, pour chasser ou bien neutraliser les terroristes qui menacent sa souveraineté ou bien son intégrité territoriale. Et la France a dit, niet, tous ces problèmes que vous avez entendus viennent seulement là-bas, les accords. Il fallait changer de fusil d'épaule et qu'il faut réaffirmer notre souveraineté pour pouvoir avancer. C'est même peut-être même un échec que plus de 60 ans après les indépendants, nous soyons encore là à parler de souveraineté. On n'aurait pas dû être là. Mais si nous en parlons, surtout nous, pays francophones, parce que vous voyez que le débat n'est pas là pour la plupart des pays anglophones. C'est les pays francophones qui sont sous une chape de plomb, qu'on n'a pas laissé grandir, qui sont restés d'éternels adolescents, qui cherchent à se relever, on les tape sur la tête pour pouvoir les maintenir sous domination. C'est ce que vous voyez au quotidien. Je pense que c'est pourquoi nous avons estimé que tout ce que nous voulons faire, bâtir notre armée, reprendre en main notre économie, donner des opportunités à nos jeunes gens, tout ce que nous voulons ne sera possible que si nous nous réapproprions notre pays. C'est pourquoi, après toutes ces tensions, ces périodes de difficultés qu'on a connues et ces 10 ans qu'on a traversés entre les mains d'autres, nous estimons qu'aujourd'hui, le pays doit avancer sur la base des 3 principes qui ont été édictés par le président de la transition. Le 1, comme vous le devinez,
est bâtie sur le respect de la souveraineté du Mali. Parce qu'on dit que toutes nos réponses, si vous voyez que notre armée aujourd'hui arrive à être là, arrive à faire ce travail, parce que nous avons enlevé ce pan de la souveraineté de la main d'autres pour dire que c'est nous qui devons assumer ça. Et ça, donc le respect de la souveraineté, on a indiqué aussi le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali. Ça aussi, ça paraît tellement évident pour tout le monde. Mais vous voyez que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que certains pensent que c'est eux qui doivent choisir les amis pour le Mali. C'est eux qui doivent dire ce qui est important pour le Mali. C'est eux qui doivent dire à quelle réunion le Mali doit participer. Est-ce qu'on doit aller à gauche? Est-ce qu'on doit aller à droite? Non. Mais chacun de ces pays choisit ses amis, entre guillemets, en fonction de ses intérêts. Et ces amis ne sont jamais des amis éternels aussi. Ça, il faut être réaliste. On est amis, on est alliés pour un certain nombre d'objectifs, des choses que nous voulons faire. Si nous les atteignons, les choses... Il y a certains amis qui sont plus sincères aussi que d'autres. Il y a des amis qui nous respectent, qui comprennent qu'il faut nous donner cet espace pour pouvoir avancer. Il y a d'autres qui pensent qu'on est toujours dans la colonisation, qu'on est même des enfants. Parce que quand ils viennent, ils nous disent, j'entends beaucoup, je reçois énormément de diplomates, de partenaires étrangers dans mon bureau qui viennent nous dire, bon, attention, faites attention à la Chine, faites attention à la Russie, ils font ceci, ils font cela. Mais j'ai dit, mais vous nous prenez pour des enfants? Mais vous pensez que quand je travaille avec... Oui, parce que dans leur esprit, les Français pensent que nous sommes toujours leur colonie et ils ont le droit de nous imposer. L'accord numéro 10 renonçait à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Alors ici, le Mali a choisi de travailler avec les Russes sans même demander à la France son avis. Et donc, raison pour laquelle la France a dit niet, c'est inacceptable. On va tout faire que pour faire tomber les militaires. On va amener un autre qui sera beaucoup plus souple, ou bien notre homme, et on va rétablir ces accords. La France assurait la sécurité des régimes en place qui étaient là pour ses intérêts, souvent des dirigeants autoritaires. En revanche, elle a toujours déstabilisé ou renversé les présidents qui ne lui sont pas obéis. C'est le cas de Sékou Touré, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, Modibo Keïta, j'en passe. Ces interventions militaires, officielles ou non officielles, ont eu lieu pour seulement protéger des intérêts français, comme au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gabon, etc. Donc, cet accord vient de confirmer tout ce que nous avons dit depuis le commencement. La France est là uniquement pour ses intérêts. Voilà en résumé l'objectif des bases militaires françaises, mais sachez que celui du franc CFA est beaucoup plus catastrophe pour les États qui l'utilisent. L'armée française est là pour superviser si les accords sont respectés ou non, mais par exemple l'accord 8, l'obligation d'utiliser le franc CFA. Le franc CFA est vraiment le cœur, le poumon de la France-Afrique. Parce que la monnaie était liée au franc CFA, franc français. La monnaie était liée au franc français et plus tard à l'euro, limitant l'autonomie financière des pays concernés et donc freine leur développement, freine leur industrie, malgré leurs ressources naturelles. Une grande partie des réserves de gaz des pays utilisant le franc CFA devait être déposée au trésor français. Pour faire simple, nous avons nos ressources, c'est la France qui exploite ces ressources, c'est la France qui nous imprime le franc CFA en échange de la quantité des ressources données. C'est pourquoi vous voyez des lettres sur les billets pour chaque pays. Si vous avez donné beaucoup d'or, de pétrole, de gaz, de zircon, entre autres, vous aurez beaucoup de billets. Donc, si vous avez donné peu de ressources, vous aurez peu de billets.
Les billets dépendent de la quantité de vos ressources données, vos matières premières. Donc, des matières premières contre des simples billets imprimés. Le plus grave, cette monnaie est cotée à l'euro. Et cependant, nous finançons nos ressources, toutes nos économies, avec cette monnaie. Vous voyez comment le mal est profond. Donc, si le franc CFA tombe, tous les autres accords tombent. Dire que abat les bases militaires françaises, ça abat le franc CFA, pour moi, ne signifie pas grand-chose. Parce que si les bases militaires partent et le franc CFA reste, le système sera toujours là. Mais même si les bases restaient et le franc CFA part, le système tombera. Mais c'est très risqué dans ce cas pour nos États. Ce qui est préférable, il faut d'abord écarter celui qui contrôle, qui supervise, c'est-à-dire les bases, et ensuite démanteler le système progressivement avec intelligence, avec méthode. Mais les États sont beaucoup plus informés. Je pense que chaque État réglera la question selon ses méthodes, selon les réalités de son pays et de son peuple. Il faut faire confiance aux jeunes dirigeants africains. C'est notre seule chance de s'en sortir. Il faut arrêter quand même de semer des doutes dans l'esprit des jeunes africains. Certains influenceurs aussi doivent faire doucement. Ne pensez pas que tout pays qui adopte une méthode ou bien une politique différente de celle des pays de l'AES est un pays corrompu, est un pays ennemi, est un pays qui n'est pas pour la souveraineté de l'Afrique, etc. Ça, c'est de la manipulation, c'est de la désinformation. Il faut encourager les jeunes dirigeants africains de tous bords. Il faut encourager la population africaine de tenir debout, unie, derrière ses chefs d'État pour faire face à la France-Afrique. Donc, l'armée française est là pour tout chef d'État qui remet en question cette monnaie, le franc CFA, la France-Afrique. Si vous écoutez attentivement le discours de Macron, non seulement il nous manque de respect, mais il met nos chefs d'État en garde. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Cela signifie que vous, les pays qui remettent en question la France-Afrique, sachez que la France ne restera sans rien faire. Donc vous allez subir ce qu'avaient subi les Gbagbo, les Sankara, Sékou Touré, etc. Mais là, je vous assure que la France n'a plus les moyens pour faire ce qu'elle faisait auparavant. Macron se trompe d'époque. Et voir la façon dont il parle, il est en position de faiblesse. Mais il ne va pas réussir à condition que nous aussi nous soyons responsables, nous soyons unis, mais aussi nous comprenons les enjeux. Les Africains se divisent tous les jours dans les réseaux sociaux sur des questions qu'ils ne maîtrisent pas. Les pro-AES insultent les Sénégalais, vice-versa, mais aussi les autres qui n'ont pas les mêmes visions qu'eux. De l'autre côté, les Kémites dénigrent et insultent régulièrement les Africains musulmans et chrétiens. Il y a aussi d'autre part certains qui se pensent panafricains et c'est à eux de dire qui est panafricain et qui ne l'est pas. Ils valident certains, ils insultent d'autres. Il y a aussi des gens qui sont là uniquement pour décourager les jeunes conscients. Tout cela doit s'arrêter. L'Afrique n'a pas besoin de ça, comme l'a rappelé Obenga. Par contre, à qui profitent ces joutes inutiles? Effectivement, la France et les autres puissances impérialistes qui sont là pour départager le continent.
Donc la vidéo est déjà longue. Je vais terminer avec la réponse de cet Africain à Macron. Passez une bonne journée. Je vous remercie. Si aujourd'hui on va poser sur la balance ce que l'Afrique a donné à la France et ce que la France a donné à l'Afrique, on ne peut pas parler d'ingratitude, sauf du côté de la France envers l'Afrique. Si quelqu'un un jour a dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir un jour rencontré la France, ça dénote du péril auquel nous avons été exposés dans notre histoire en rencontrant la France. Le temps peut-être ne permettra pas de revenir sur cette question donc de l'esclavage, de cette question donc de la conquête coloniale qui a été barbare, qui a été féroce, cette question de la colonisation avec tous les mots qu'elle a comportés, en termes donc de travail forcé, en termes donc de code de l'indigénat, où on ne nous a même pas positionnés sur le même échiquier que l'être humain. On nous a traités comme des sous-humains, des populations qui ont été donc exterminées, des amputations, tout ce qu'on peut connaître, jusqu'au recrutement militaire forcé. Et si aujourd'hui on va parler d'ingratitude, lui il se limite à 2013, qui remonte à 1914-1918, la Première Guerre mondiale, qui reviennent à 1939 à 45, la Seconde Guerre mondiale. On verra, si on prend les deux guerres combinées, c'est un peu moins d'1 million de soldats qui sont partis. Parce que pour la Première Guerre mondiale, on parle de 500, plus de 500 000, et pour la Deuxième Guerre mondiale, on parle de entre 200 et 300 000. Et dans ça, c'est pas moins de 45 000 à 60 000 personnes africaines qui ont perdu la vie en Afrique. Aujourd'hui, lui, il pleurniche chaque fois pour moins d'une centaine de soldats, 58 soldats français. Comme il a dit, nous respectons, on s'incline devant leur mémoire. C'est un sacrifice pour le peuple africain. Mais est-ce qu'on peut poser sur la même balance 58 personnes contre près de 60 000 personnes? C'est comme si on avait une personne pour 1000. Et quand on parle d'ingratitude, quand on revient parler de Tiaroy, si des gens sont allés vous défendre en France, et ils sont de retour, et ils réclament ce que vous avez promis, que vous n'êtes même pas à mesure de tenir, et non content de cela, vous allez plus loin en les exterminant, en les massacrant. Mais Macron se trompe. Nous ne sommes plus à cette étape de l'histoire où on peut imposer un angle de vue aux Africains et ils vont accepter les bras croisés. Aujourd'hui, nous avons aussi des arguments scientifiques pour nous dresser contre les mensonges insolents de l'Occident, contre le piratage de l'histoire. Ce que d'ailleurs Joseph Kizerbo avait appelé un hold-up de notre histoire. Aujourd'hui, quand on écoute Macron, Macron est en retard au niveau encore de l'histoire. Il y a quelques pays dans le monde qui peuvent se prévaloir de traiter directement avec l'Afrique. Si on nous parle de la Chine aujourd'hui, de la Russie, de l'Inde ou des États-Unis, au regard de leur poids démographique, de leur poids économique, de leur influence dans le monde, ça peut passer. Mais aujourd'hui, que la petite France, avec à peu près 500 000 km², se targue et parle de toute l'Afrique comme ça, qu'elle va apporter un soutien, je crois que c'est faux. Aujourd'hui, la France est en perte de vitesse, la France est sèche, et c'est comment je vais dire avant de terminer, Macron doit mettre à jour son logiciel, parce que quand on l'écoute parler, c'est pas un président de la France de 2025 qui parle, mais c'est un colon, j'allais même dire, c'est un colonisateur donc, du 20e siècle, ou en tout cas du début du 20e siècle qui parle.